Bonsoir à tous, vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, un dimanche de succès pour les sportives africaines dans ces Jeux Olympiques, l'or pour l'Algérienne Kaïlia Nemour en gymnastique, la qualification historique en quart de finale des basketteuses nigérianes. Enfin, avec nous en plateau, la sprinteuse togolaise Naomi Akakpo qui nous racontera son expérience unique lors de ces Jeux. Au Nigeria, la prise de parole de Bola Tinubu après les manifestations contre la vie chère qui ont rassemblé des milliers de personnes jeudi et vendredi. Dans une allocution télévisée, le président nigérian a appelé à la fin du mouvement et a créé un espace de dialogue. Enfin, en Côte d'Ivoire, cela fait 4 mois que les vendeurs ambulants et les mendiants sont dorénavant interdits à Abidjan. Une mesure censée redonner un rayonnement à la première ville du pays selon les autorités, mais certains dénoncent une politique anti-pauvre. Je le disais en titre, on ouvre notre journal avec les bonnes nouvelles africaines des Jeux Olympiques. D'abord, l'exploit du jour avec la magnifique médaille d'or remportée par la gymnaste algérienne Kaïlia Nemour à l'épreuve des barres asymétriques. À seulement 17 ans, elle devient par la même occasion la première gymnaste africaine sacrée aux Jeux Olympiques en gymnastique artistique. Et puis il y avait aussi du basket féminin, les Nigérianes qualifiées pour les quarts de finale du tournoi olympique après leur victoire contre le Canada 79-70. Les Tigresses deviennent la première équipe africaine féminine comme masculine à atteindre les quarts de finale des Jeux olympiques. Enfin, la boxeuse camerounaise Cindy Ngamba a assuré dimanche à l'équipe des réfugiés la première médaille olympique de son histoire en accédant aux demi-finales en moins de 75 kilos au détriment de la Française Davina Michel. Elle a assuré de repartir des Jeux olympiques avec au minimum une médaille de bronze, une première pour l'équipe des réfugiés qui existe depuis les Jeux de Rio en 2016. C'était un dimanche de première pour le sport africain aux Jeux olympiques. Merci mesdames. Ces Jeux Olympiques étaient également une première pour notre invité du soir. Nous avons le plaisir de recevoir la sprinteuse togolaise Naomi Akakpo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans le Journal de l'Afrique de France 24. Tout d'abord, on va reprendre dans l'ordre. Donc, vous avez été porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet pour le Togo. Porte-drapeau avec le triathlète Éloi Adjavon. Alors, comment c'était? Racontez-nous. Vous étiez stressé, vous étiez ému. Racontez-nous un peu. J'étais vraiment super émue parce que c'était un grand honneur pour moi de pouvoir être porte-drapeau. La cérémonie était vraiment incroyable, même s'il pleuvait parce que tout le monde nous le demandait. Franchement, ça n'a rien retiré à l'émotion et la symbolique de cette cérémonie. Tenir le drapeau togolais devant tout le monde entier, c'est vraiment un honneur et c'était incroyable. Et à quoi avez-vous pensé à ce moment-là lorsque vous avez pris le drapeau dans vos mains? Je me suis dit, tout le monde entier nous regarde, il faut faire briller le Togo et porter le drapeau le plus haut possible pour que tout le monde nous voit. C'était un moment magique pour vous, un moment unique et des beaux souvenirs qui resteront à jamais. Exactement, c'est gravé à jamais dans ma tête et franchement, c'était unique et incroyable, comme vous l'avez dit. On le voit dans votre sourire. Donc, votre spécialité, si j'ai bien fait mes recherches, c'est le 100 mètres haies, mais vous avez concouru pour le 100 mètres en série. Vous avez terminé 5e de votre série, vous n'avez pas été qualifié pour le prochain tour, mais vous avez battu votre record personnel en 12 secondes et 35 centièmes. C'est quand même une satisfaction pour vous. C'est une satisfaction. Franchement, je suis vraiment contente d'avoir pu atteindre mon meilleur niveau aux Jeux Olympiques. Mais honnêtement, je vais pas vous mentir, sportivement parlant, je suis un petit peu déçue parce que je voulais vraiment faire mieux. J'étais en capacité de faire mieux, mais comme on dit, sur 100 mètres, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça va super vite, donc la moindre petite faute, ça change le résultat final. Donc, réussir à faire mon record, c'est quand même un plaisir. Je suis quand même contente, mais c'est vrai que nous, les sportifs, on aime bien titiller un petit peu. On veut toujours mieux que ce qu'on fait. Donc ce sera peut-être pour la prochaine fois ou peut-être pour les prochains JO. Vous êtes là pour progresser, pour apprendre peut-être lors de ces JO. Exactement. Comme j'ai pu le dire récemment, j'étais là pour apprendre, j'ai appris et je me concentre déjà sur 2028 pour pouvoir être la première athlète du Togo à me qualifier sans place d'universalité et sur le 100 mètres haies, ma discipline phare. Et du coup, pour le 100 mètres haies, vous avez aussi concouru ou pas du tout ? Non, j'ai pas concouru sur ces jeux-là. D'accord. Et racontez-nous comment était l'atmosphère et l'ambiance. On a vu les images d'un Stade de France rempli, 75 000 personnes. J'imagine qu'il y a des gens que vous connaissez qui sont venus vous supporter. Racontez-nous l'ambiance. C'était grandiose. Honnêtement, c'était fou. Quand le public se mettait à encourager, à crier, c'était incroyable. Je ne saurais même pas comment retransmettre cette émotion, mais c'était vraiment prenant et ça encourageait à donner le meilleur de soi-même. Et c'est vrai que quand on est derrière les starting blocks et qu'on voit autour de nous la grandeur du stade
et à quel point le monde était là et rempli. C'est vrai que c'était énorme, énormissime, c'était incroyable. Mais ça pousse à faire de bonnes performances. Et les Jeux Olympiques pour les sportifs, c'est la piste pour vous en athlétisme, mais c'est aussi l'ambiance, l'extérieur et le village olympique. C'est votre première expérience lors des Jeux Olympiques. Le village olympique, comment c'était pour vous? Vous avez rencontré d'autres vedettes? Racontez-nous un peu. Alors, ce que j'adore dans le village olympique, c'est que franchement, on rencontre tous les sports. J'ai l'habitude de faire des grands championnats en athlétisme, donc de rencontrer les champions, etc. Mais c'est vrai que ça reste un écosystème que je connais. Mais là, de pouvoir rencontrer d'autres sports, d'autres gabarits, c'est vraiment surprenant. Et c'est dans ces moments-là qu'on apprend d'échanger aussi avec d'autres sportifs qui font d'autres disciplines que les nôtres. Ça nous permet de pouvoir gagner en apprentissage et de découvrir des choses. Donc c'est vrai que c'est très, très enrichissant. Comme je le dis, les Jeux Olympiques, avant d'être une expérience sportive, c'est vraiment une expérience de vie. Et je rappelle que vous n'êtes pas professionnel. En parallèle, vous faites de nutritionniste diététicienne, en parallèle de votre carrière sportive. Pouvez nous raconter comment vous jonglez dans la vie de tous les jours entre votre vie professionnelle et votre vie de sportif de haut niveau? Alors actuellement, j'ai mis en pause un peu ma carrière professionnelle pour me concentrer vraiment à 100% sur mon sport pour préparer ces Jeux Olympiques. Et j'espère pouvoir continuer en fonction des aides que je vais pouvoir avoir jusqu'en 2028. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir travailler et de gérer à l'entraînement. Donc tant que j'arriverai financièrement à pouvoir m'entraîner sans avoir l'obligation de travailler sur le côté, j'espère pouvoir pousser ça un maximum. Mais je continue quand même à faire des missions de temps à autre, plus pour le plaisir du travail et le plaisir d'apprendre et de transmettre un message avec des jeunes sur de l'éducation nutritionnelle ou ce genre de choses, avec des associations. Mais c'est pas vraiment pour le côté travail parce que c'est nécessaire, c'est plus pour le plaisir. Et je rappelle que vous avez que 23 ans, vous êtes très jeune. Alors quels sont vos prochains objectifs? Mes prochains objectifs sont les Jeux de Paris Los Angeles. de Los Angeles 2028 exactement. De donner le meilleur de moi-même, de m'entraîner à fond pour pouvoir arriver à cette échéance. Mais bien évidemment, avant Los Angeles, il y a beaucoup de compétitions. Africaine, peut-être? Africaine, il y a aussi les Jeux de la solidarité islamique, les Jeux du Commonwealth, des championnats du monde. Franchement, il y a beaucoup d'échéances avant d'arriver à ces nouveaux Jeux olympiques. Et c'est de pouvoir rafler le plus de médailles possible, le plus de records et engranger le plus d'expérience pour pouvoir arriver à Los Angeles prête à tout casser. Et on vous souhaite le meilleur, en tout cas, pour l'avenir. Merci beaucoup, Noémie Akakpo. Merci d'avoir répondu aux questions du Journal de l'Afrique de France 24. Merci à vous. Merci. On prend la direction du Nigeria où Bola Tinubu est sorti du silence. Dans un discours télévisé, le président du Nigeria s'est adressé aux manifestants. Il a appelé à la fin des protestations et promet d'être à l'écoute. Jeudi et vendredi, des milliers de personnes avaient manifesté contre la mauvaise gouvernance et la cherté de la vie. 13 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre selon Amnesty International. On écoute maintenant le président du Nigeria. Mes chers Nigérians, en particulier nos jeunes, je vous ai entendu haut et fort. Je comprends votre douleur et votre frustration qui motivent ces manifestations et je vous garantis que notre gouvernement s'est engagé à écouter et à répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Mais nous ne devons pas laisser la violence et la destruction déchirer notre nation. Alors, que faut-il retenir de son discours? Moïse Gomis, notre correspondant à Abuja, décrypte ça pour nous. Bola Ahmed Tinubu a défendu point par point ses réformes d'inspiration libérale. Son gouvernement ne reviendra pas sur l'arrêt des subventions publiques au carburant, ni sur l'arrêt des multiples taux de change. Pour le chef d'État nigérian, sa politique économique a déjà des effets en matière fiscale. Il aurait ainsi alloué, je cite, des budgets historiques aux États et aux gouvernements locaux de la Fédération. Bola Ahmed Tinubu dit avoir entendu le message des manifestants. Pourtant, il n'a pas directement répondu aux slogans scandés par des centaines de milliers de Nigérians affirmant avoir faim. Il a surtout fait des promesses qui, selon lui, renforceront le pouvoir d'achat de ses concitoyens. Le chef d'État nigérian mise notamment à terme sur le développement du gaz dans son pays, une énergie qui, d'après lui, réduira de 60% le coût du transport des biens et des personnes. En revanche, Bola Ahmed Tinubu n'a rien dit sur les salaires des parlementaires ou le train de vie de la présidence, des points pourtant qui ont déclenché ce mouvement populaire pour mettre fin à la mauvaise gouvernance. Mais alors que le Niger voisin a fêté samedi 3 août le 64e anniversaire de son indépendance, le général Tiani, président du CNSP, s'est adonné à la traditionnelle interview à la télévision nationale.
Dans son allocution, le militaire putschiste a accusé la France de vouloir déstabiliser son pays. On écoute un extrait. Je le rappelle, ce n'est pas des bataillons, ce n'est pas des compagnies, mais c'est des groupes d'agents subversifs qui évoluaient en tenue civile et avec des éléments des forces armées béninoises, eux-mêmes en tenue civile. Donc cette volonté maladive de déstabiliser le Niger s'est propagée à travers le repositionnement de tous les agents de la DGSE française que nous avons chassés de notre territoire. Et on vient de l'apprendre, le Mali annonce rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Selon le communiqué du gouvernement de transition, cette rupture fait notamment suite à la publication sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine à Dakar d'une vidéo de soutien aux attaques qui ont eu lieu fin juillet contre l'armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner dans le nord du pays et qui a causé de lourdes pertes. À noter que l'ambassadeur ukrainien à Dakar a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères sénégalais suite à ce post Facebook. On s'arrête en Côte d'Ivoire. Depuis le 2 avril, les vendeurs ambulants et les mendiants sont dorénavant interdits à Abidjan. Pour les autorités, c'est un moyen d'assainir et de faire rayonner la première ville du pays. Mais certains dénoncent un nouvel outil au service d'une politique anti-pauvre. Le reportage de Julia Guggenheim. 295 hommes sur le pied de guerre avec une mission, lutter contre la mendicité et le commerce informel. Ce jour-là, dans la commune chic de Cocody, les petits épiciers, les vendeurs de café ambulants ou encore les gestionnaires de kiosques de paiement voient leurs biens saisis et leur matériel détruit. Ramassez tout ça là, mettez dedans. Madame, on vous a déjà dit, ça là, vous avez vu ça à la télé. C'est pour vous aider vous-même. Regardez un peu le cadre dans lequel vous travaillez. Le cadre est malpropre. Les mendiants sont également dans le viseur de la brigade. Cette femme est interpellée manu militari pour être emmenée au commissariat. Vous voyez que Cocody, qui est une commune de Luz-Datan qui a donné fier à lui, nous ne pouvons pas tolérer que Cocody soit encore dans les salubrités. Les autres communes n'ont qu'à s'attendre à nous. Nous allons visiter toutes les communes et notre brigade existera tant qu'il aura des saletés dans les zones. Après la vague de déguerpissement, ces destructions massives de quartiers précaires intervenues ces derniers mois, pour cette commerçante, c'est la goutte d'eau. Ils ont cassé ma maison. Le mois passé, ils ont cassé moi ma maison. Maintenant, voilà, aujourd'hui où je vois, ils sont venus détruire. Maintenant, je fais comment? Peut-être ils veulent que nous tous on va partir au village. On partit. Pas bien là, ça reste dans sa main. Pour cet économiste, une politique uniquement répressive raterait son objectif. Les pauvres qui généralement s'engagent dans ce petit informel, donc ceux qui ont plus de moyens seront les gros informels qui ne vont pas venir s'installer sur l'espace public. Donc en ciblant l'activité, par ricochet on cible aussi les plus vulnérables. Donc il faut que cette mesure s'inscrive dans un cadre plus global où on pourra plus ou moins trouver offrir des alternatives à ces personnes-là. Pour rappel, 90% des Ivoiriens travaillent dans le secteur informel qui représente environ 40% du PIB du pays. Au Rwanda, les autorités ont fermé plus de 4000 églises et mosquées ces dernières semaines. Ces lieux de culte à travers tout le pays étaient en violation de plusieurs règles de sécurité administrative selon l'agence en charge du dossier. Les précisions à Kigali de Clément Diroma. Ce dimanche, l'écho des prières n'a pas résonné aussi fort que d'habitude au Rwanda. L'Office national de la gouvernance a déclaré avoir fermé 4223 lieux de culte aux 4 coins du pays ces dernières semaines, dont une majorité de petites églises pentecôtistes, mais aussi plusieurs mosquées, certaines installées illégalement dans des caves ou trop proches de certains cours d'eau, des emplacements à risque pour les fidèles. Ces derniers mois, le gouvernement a vérifié si ces lieux étaient déclarés, si les bâtiments étaient sécurisés ou non. Les dirigeants devaient aussi présenter des qualifications académiques adaptées, comme des diplômes en théologie. Et les églises devaient être correctement insonorisées pour respecter le voisinage lors des prières. Alors ces critères sont le résultat d'une loi de 2018. Le président Paul Kagame avait à l'époque déclaré que le pays n'avait pas besoin d'autant de lieux de prière et 700 établissements avaient déjà été fermés en 2018. Les églises et les mosquées avaient d'ailleurs 5 ans pour se mettre en conformité, mais plusieurs milliers ont donc échoué. Rien que dans la capitale, ici à Kigali, environ 350 églises sont jugées non conformes.
Et c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue.